La légende de Bruce Lee. Quand Bruce Lee frappe, Funang 1, vous ne clignez pas des yeux. Pourquoi ça me demandera? Parce que lorsque vous clignez des yeux, vous ne pouvez pas voir Bruce Lee frapper. Vous savez à quel point c'est rapide. Et si Bruce Lee n'était pas né, extraordinaire, vous ne pouvez pas le quitter des yeux. C'est une étoile incandescente, brillante, le héros du kung-fu. Mais il s'est transformé lui-même en une force que la science ne peut toujours pas expliquer complètement. D'attraper du riz en plein vol avec des baguettes à frapper si vite que les caméras ne pouvaient pas suivre. Chaque mouvement défiait les règles du corps humain. Je peux vous montrer des mouvements vraiment sophistiqués, mais s'exprimer honnêtement, ne pas se mentir à soi-même. Mais était-ce de l'obsession ou quelque chose de plus profond ? Avant son dernier souffle, il a laissé derrière lui un indice final, et cela change tout. Et si l'ultime artiste martial n'était pas né un dieu ? Et s'il avait été construit pièce par pièce dans une agonie pure par une obsession absolue ? Nous parlons de Bruce Lee, les débuts à la fragile. Né en 1940, il ne pesait que 3 kilos, un bébé fragile. Mais sa mère Grace savait que quelque chose était différent. Les artistes de l'opéra chinois l'ont averti que son énergie était trop forte, affirmant qu'il serait soit célèbre, soit mort jeune. Enfant, Bruce était une tempête enveloppée de peau. Sa famille l'a surnommé Moting, cantonné pour ne reste jamais tranquille. Mais dans les quartiers infestés de gangs de Hong Kong, cette énergie a explosé en bagarre de rue. À l'âge de 13 ans, il avait failli être expulsé et avait été arrêté. Ses parents désespérés l'ont inscrit chez le légendaire grand maître Ip Man. Mais voici où ça devient épicé. Les autres étudiants d'Ip Man ont rejeté Bruce. Pourquoi ? Son héritage mixte. Ce racisme n'a fait que catalyser son feu. Il s'est entraîné jusqu'à ce que ses poings saignent. Pourtant, il n'était qu'un gamin nerveux pesant à peine 60 kilos. Aucun signe de la révolution à venir. Le combat qui a tout changé. Puis en 1964 à Auckland, Lee a ouvert une école qui accueillait tout le monde, blanc, noir, latino. C'était tabou. Des anciens furieux l'ont confronté. Arrête d'enseigner aux étrangers ou affronte notre meilleur combattant. Le match a été court, un peu plus de 3 minutes. Bruce a gagné, mais il n'était pas impressionné. Il était à bout de souffle. Il a réalisé que la technique parfaite ne signifiait rien sans une force d'élite. Cet échec l'a hanté. Bon, alors il a décidé de se réinventer, non seulement en tant qu'artiste martial, mais en tant que machine. Mais comment construire une machine à partir de zéro ? La transformation scientifique. Bruce Lee ne s'est pas seulement entraîné, il s'est transformé. Il a abordé son corps comme un inventeur face à un défi et sa solution, le Jeet Kune Do. Ce style de combat était plus qu'un style. C'était une philosophie. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est uniquement propre. Cet état d'esprit l'a poussé à construire l'une des bibliothèques impersonnelles les plus intenses de l'histoire des arts martiaux. On parle de plus de 2500 livres. Il griffonnait des notes dans les marges disséquées des manuels de la force occidentale à la métaphysique orientale. Il ne lisait pas seulement, il croisait les sagesses mélangeant le bouddhisme, la boxe, la physique et la psychologie en un nouveau type d'intellect guerrier. Et quand il s'agissait du corps, oubliez les mythes hollywoodiens. Bruce était un pionnier de l'entraînement basé sur la science des décennies avant que le CrossFit n'existe. Il a étudié l'électromyographie pour comprendre l'activation musculaire. Il a même utilisé des machines de stimulation musculaire précoce, plaçant des électrodes sur ses abdominaux pour les contracter sans bouger. Une méthode utilisée aujourd'hui par les Olympiens et les stars de la NFL. Le laboratoire de Frankenstein, les amis de Bruce appelaient Pongrin, appelait son garage de Los Angeles le labo de Frankenstein. Pourquoi ? Il a construit des systèmes de poulies personnalisés, des sacs de vitesse lestés de métal et une machine de gainage brutale surnommée la guillotine pour l'enfer qu'elle faisait subir à son torse. Il ne soulevait pas juste pour soulever, il testait. Il attachait un disque de Barras, une ficelle et le roulait en utilisant seulement ses poignets en avant et en arrière jusqu'à ce que ses avant-bras éclatent de veine. Il s'entraînait pour le couple, pour la frappe, pas pour la masse. Arnold Schwarzenegger lui-même a dit « Bruce Lee avait l'un des physiques les plus définis que j'ai jamais vus, découpé comme un cheval de course. Contrairement au bodybuilder, Lee ne s'entraînait jamais pour l'apparence. Si une répétition n'améliorait pas son coup de pied, son coup de poing ou son temps de réaction, elle était éliminée. Son cardio était une arme. Il courait 3 à 10 km par jour, souvent avec des poids aux chevilles et des haltères, des décennies avant que quiconque appelle ça du cardio avec résistance. Son élève Danny Innocento a dit un jour « Vu Bruce Lee s'entraîner si dur qu'il vomissait et continuait ensuite.
ce n'est pas du fitness, c'est de l'obsession. Et c'est ainsi que Bruce Lee est passé d'un bagarreur de 60 kg à un être qui a commencé à briser toutes les règles du corps humain, les exploits surhumains. Alors, à quoi ressemble briser les règles ? Ça ressemble au coup de poing d'1 pouce. Vous en avez entendu parler, mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Lors de démonstrations contrôlées, Bruce faisait tomber des hommes de plus d'1,80 m et pesant plus de 90 kg, les projetant littéralement hors de leurs pieds. Pas d'élan, juste du couple pur. Une fois un assistant caméra a capté le coup, les images ont été notées si rapides qu'ils ont dû les ralentir à un 1/8 de vitesse juste pour voir l'impact. Ensuite, il y a le sac lourd de 136 kg. La plupart des combattants s'entraînent avec des sacs pesant 23 à 45 kg. Bruce en avait un rempli sur mesure de grenailles de fer et de maillons de chaîne. Pourquoi ? Parce que tout ce qui était plus léger se déchirait sous ses coups de pied latéraux. Son partenaire d'écran, Bob Wall, a dit que les coups de pied de Bruce soulevaient ce sac de la chaîne et le projetaient à travers la pièce comme un jouet. Maintenant, pensez au réflexe. Bruce s'entraînait en lançant un grain de riz en l'air et en l'attrapant en plein vol avec des baguettes. Quand un magazine a dit que c'était un mythe, il leur a envoyé un polaroid du grain attrapé entre les bâtonnets. Puis il y a le tour de la pièce. Si vous clignez des yeux, c'est fini. Bruce plaçait une pièce dans la paume ouverte de quelqu'un et disait « Fermez-la au moment où vous me voyez bouger, Jean ». Au moment où il le faisait, ils trouvaient une pièce différente dans leurs mains. Ils la verront échanger plus vite que leur cerveau ne pouvait même envoyer le signal de fermeture. Soyons clairs, ce ne sont pas des légendes urbaines. Ces histoires viennent d'étudiants de première main, souvent capturés sur caméra. Bruce Lee ne construisait pas juste de la force, il construisait un esprit qui refusait d'accepter les limitations. Mais que se passe-t-il quand cet esprit sans limite est piégé dans un corps brisé ? La blessure qui aurait dû tout terminer. En 1970, Bruce a subi une blessure catastrophique au dos, un disque sacré hernié. Le diagnostic était une sentence de mort pour un combattant. Les médecins lui ont dit que sa carrière était terminée. Il aurait de la chance de marcher normalement sans parler de donner des coups de pied. La plupart des hommes auraient accepté ça. Mais Bruce, il s'est enfermé dans sa chambre et a déclaré la guerre. De son lit, il a griffonné le Tao du Jeet Kune Do, un plan manuscrit de toute sa philosophie, né de 6 mois de rétablissement agonisant. Mais il n'écrivait pas seulement. Il visualisait. Il a construit une routine d'auto-réhabilitation, d'étirement et de concentration méditative. Il s'imaginait guérir. Il s'est volontairement rendu plus fort. Lentement, impossiblement, son corps a répondu. En quelques mois, il donnait à nouveau des coups de pied. En 1 an, il était de retour sur les plateaux de tournage. Les médecins étaient stupéfaits. L'un a admis « ce n'est pas une récupération que je peux expliquer ». Le secret, le contenu émotionnel. Alors, quel était le secret ? Bruce l'appelait le contenu émotionnel. L'idée que chaque coup de poing, chaque répétition, chaque respiration devait être rempli d'un but brûlant. Il ne faisait pas des exercices d'abdos pour l'apparence. Il s'est construit son abdomen en armure conçue pour lancer des frappes sous n'importe quel angle. Sa routine impitoyable, les Dragon Flags, un mouvement qu'il a contribué à inventer, les frog kicks en suspension, les sit-ups avec 23 kg de plaques derrière la tête, les flexions latérales jusqu'à ce que ses muscles ressemblent à une armure et il les faisait tous les jours. Le a dit lui-même, la cohérence à long terme l'emporte sur l'intensité à court terme. Et peut-être que c'est le vrai mythe, pas que Bruce Lee pouvait faire l'impossible, mais qu'il pouvait le faire quotidiennement. Et cette obsession était sur le point de le rendre trop rapide pour la réalité elle-même, trop rapide pour les caméras. Alors qu'est-ce que trop rapide pour la réalité signifie vraiment ? Sur le plateau de The Green Hornet, les producteurs avaient un problème, un gros problème. Bruce bougeait si vite que les caméras ne pouvaient littéralement pas capturer ses coups de poing. Dans les images originales, il avait l'air immobile pendant que ses adversaires s'effondraient simplement. Ils ont dû refaire ces scènes au ralenti juste pour que le public à la maison puisse comprendre ce qui s'était passé. Un producteur a admis plus tard que Bruce se battait dans une plage de vitesse pour laquelle le film n'était pas conçu. Ensuite, il y a le coup de poing d'1 pouce. Des scientifiques l'ont analysé plus tard. Un expert en biomécanique a conclu que Bruce pouvait générer près de 180 kg de force en moins de 0,05 secondes. Un boxeur poids lourd a besoin d'un élan complet et d'un pivot du corps pour atteindre ça. Bruce avait besoin de 2,65 cm. Vous pensez toujours qu'il n'était qu'un acteur ? Parlons de la vidéo d'entraînement infâme de 1967. Bruce bougeait comme une ombre liquide. Ses étudiants ne pouvaient donc pas le toucher.
Les images le montrent parer des coups de poing à pleine vitesse avec une précision millimétrique, puis contre-attaquer avec des frappes chirurgicales. Un segment au ralenti a révélé Bruce dévier un coup de pied, entrer à l'intérieur et toucher la poitrine de son adversaire. Le tout en 0,2,8 secondes. Les gens regardant en direct pensaient que la caméra avait un problème. Ce n'était pas le cas. C'était juste la vraie de vitesse de Bruce Lee, et cette vitesse n'était pas juste rapide. Elle était sur le point de secouer le monde entier, l'héritage immortel. Même après sa mort, la présence de Bruce Lee ne s'est jamais estompée. Elle s'est multipliée, ses mouvements sont devenus le modèle pour les personnages d'anime, l'inspiration pour Pokémon et le fondement du MMA moderne. Les fondateurs de l'UFC ont ouvertement déclaré « Sans Bruce Lee, il n'y aurait pas d'UFC ». Sa philosophie d'absorber tous les styles est devenue le cœur des arts martiaux mixtes. Les combattants d'aujourd'hui le créditent non seulement pour la technique, mais pour l'état d'esprit. Mais l'impact de Bruce ne s'est pas limité à la cage. Il a brisé le mur racial d'Hollywood, le premier acteur asiatique à être en tête d'affiche d'un film d'action américain. Avant lui, les personnages asiatiques étaient un peu des faire-valoir en arrière-plan. Bruce les a transformés en légendes. Il a rendu la culture chinoise féroce, fière et cool, tout en portant ce survêtement jaune iconique. Ce costume, Quentin Tarantino l'a réutilisé pour Kill Bill, feu de Street Fighter 2, un pur hommage à Bruce Lee jusque dans les cris et les frappes. Son influence a même touché Marvel. Le personnage Shang-Chi a été conçu d'après Bruce. Stanley lui-même voulait que le fils de Bruce, Brandon, joue le rôle. Les jouets, l'anime, les montages YouTube, toutes les preuves. Bruce n'a pas seulement changé les arts martiaux, il est devenu le mythe que les arts martiaux racontent. Sa femme, Linda Ladwell, l'a dit le mieux. Bruce n'essayait pas d'être surhumain, il essayait simplement d'être pleinement humain. Le reste d'entre nous n'avait jamais vu ça auparavant, le carburant de la machine. Et peut-être que c'est la partie la plus troublante. Bruce Lee n'a pas défié la nature, il l'a maîtrisée. Mais que nourrissez-vous un corps qui bouge plus vite que le film ? Quel genre de carburant fait fonctionner un moteur aussi obsédé ? Ce n'étaient pas des dîners de steak, ce n'étaient pas les régimes de bodybuilders des années 1970. Bruce Lee a été l'un des premiers à inventer le shake protéiné. Mais ces shakes, c'était le truc de la légende et de l'horreur. On parle de carburant liquéfié à haut indice d'octane. Des amis regardaient stupéfaits alors qu'il allumait un mixeur et y jetait de la viande de hamburger cru, du jeans de la levure de bière, de la gelée royale et des œufs, parfois avec les coquilles. Il le buvait comme de l'eau. Il voyait le corps comme une voiture de course haute performance. Il appelait la farine raffinée et les produits de boulangerie poison. Il croyait en déchets entrants, déchets sortants. Il grignotait, mangeant 4 ou 5 petits repas riches en protéines par jour, gardant son métabolisme brûlant comme une fournaise. Il ne mangeait pas seulement pour le muscle, il mangeait pour l'énergie, pour l'efficacité. Il comprenait quelque chose que d'autres ne saisiraient pas pendant des décennies. Pour performer comme un surhumain, vous devez vous alimenter comme tel. Mais que se passe-t-il quand une machine tourne trop fort pendant trop longtemps ? La mort mystérieuse. Le 20 juillet 1973, l'impensable s'est produit. Bruce Lee était mort seulement 32 ans. Le rapport officiel œdème cérébral, un gonflement massif du cerveau. La cause supposée, une réaction allergique à un simple analgésique. Mais c'était Bruce Lee. Et pour ceux qui le connaissaient, cette histoire ne tenait pas la route. Les murmures ont commencé instantanément. Des rumeurs de DIMAC, un toucher de mort empoisonné par des maîtres rivaux furieux qu'ils partageaient des secrets anciens avec l'Occident, des chuchotements d'une malédiction de triade, mais la vérité pourrait être encore plus sombre, cachée dans sa propre obsession. Soyons réalistes, Bruce Lee était un homme tournant à 1000 tours par minute, 24 heures sur 24. Il avait poussé son corps à un endroit que la nature n'avait jamais prévu. Des amis ont dit qu'il avait presque 0% de graisse corporelle. Et voici le twist. Pour mieux paraître à la caméra, il aurait fait retirer les glandes sudoripares sous ses bras. Il a littéralement désactivé le système de refroidissement de son propre corps. Juste 2 mois avant sa mort, il s'était effondré sur un plateau de tournage souffrant d'un coup de chaleur violent. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sa température corporelle dangereusement élevée, les médecins l'ont averti, ils lui ont dit de ralentir. Il n'a pas écouté. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment tué ? Était-ce une simple pilule, une malédiction mystique ? Ou l'homme qui s'était transformé en surhumain a-t-il finalement court-circuité son propre corps ? Le feu blanc qui alimentait chacun de ses mouvements l'a-t-il finalement inévitablement consumé ?
C'est le seul secret que Bruce Lee a laissé derrière lui. Le seul combat qu'il ne pouvait pas gagner, les nunchakus, l'arme iconique. Alors, la machine était partie, mais la légende, elle ne faisait que commencer. Et quelle image cette légende a-t-elle gravée dans nos esprits? Le survêtement jaune et le flou du nunchaku. Vous devez comprendre, avant Bruce Lee, les nunchakus étaient bambouillés des outils agricoles obscurs d'Okinawa. Au cinéma, ils étaient à les considérer comme maladroits, dangereux et fondamentalement inutilisables. C'était un accessoire jusqu'à ce qu'ils les ramassent et soudain, ils n'étaient plus maladroits. Ils étaient de la foudre. Nous avons tous entendu les histoires. Celle où ils jouent au ping-pong avec. Ouais, celle-là, c'était fausse, c'était une publicité. Mais voici ce qui n'est pas faux. Ses partenaires d'écran étaient terrifiés. Ils bougeaient les nunchakus si vite, on parle de plus de 161 linômes, que le son qu'ils faisaient était un sifflement aigu. Il était si précis qu'il pouvait effleurer l'air à des millimètres du visage d'un acteur des dizaines de fois en quelques secondes et ne jamais entrer en contact. Il les bougeait plus vite que l'œil humain ne pouvait suivre. Regardez le combat dans l'allée, dans la fureur du dragon. Les caméras devaient littéralement être sous-cadenées, accélérées, juste pour gérer le chaos visuel. Il ne faisait pas que balancer, il créait un bouclier défensif de bois et de chêne, interceptant des frappes de plusieurs attaquants à la fois. Il frappait la tête, le poignet et le genou d'un adversaire dans le temps qu'il vous faut pour cligner des yeux. C'était le jet Kunedo en action. Contrôle total, vitesse, aveuglante, économie de mouvement, il a rendu cette arme inutilisable. Si iconique, si mortelle que des gouvernements du monde entier les ont interdites. Pourquoi ? Parce qu'après ces films, tout le monde continuait à se frapper la tête. Bruce Lee n'a pas seulement maîtrisé les nunchakus, il était le nunchaku, une arme humaine trop rapide et trop dangereuse pour le monde réel. Le jeu de la mort, un testament fantôme. Mais si les morts pouvaient-ils laisser derrière eux un dernier avertissement ? 5 ans après sa mort en 1978, un nouveau film de Bruce Lee est sorti en salle. Comment ? Et si je vous disais que c'était une histoire de fantôme ? Le studio a sorti le jeu de la mort. Mais ce n'était pas un film, c'était le monstre de Frankenstein. Ils ont utilisé des images granuleuses et macabres des véritables funérailles de Bruce et les ont montées dans l'intrigue. Ils ont engagé des doublures qui ne lui ressemblaient à rien, cachant leur visage dans l'ombre ou derrière des lunettes de soleil. Ils ont littéralement collé une découpe en carton de la tête de Bruce sur un miroir pour simuler une prise. C'était un pillage macabre. Mais voici où ça devient épicé. Ils l'ont fait pour enterrer le vrai trésor. Avant de mourir, Bruce avait tourné 40 minutes de sa vraie vision non filtrée. Et ce n'était pas juste un film, c'était sa thèse ultime. Une pagode à 5 niveaux, chaque étage gardé par un maître différent d'un style rigide. Pour atteindre le sommet, ils devaient s'adapter, couler et évoluer au-delà de leurs dogmes. Et le gardien final, la légende du basket de 2,8, Karim Abdou-Jabbar, son véritable élève dans la vie réelle. Leur bataille, un géant de 2,10 contre un maître de 1,72 mètres de flûbe le pur sans forme, est l'un des combats les plus surréalistes et symboliques jamais filmés. Le studio a enterré ce chef-d'œuvre philosophique sous une intrigue terrible. Pourquoi ? Peut-être que c'était trop brut, trop réel. C'est le dernier testament d'un maître, un plan fantomatique de son âme nous montrant le seul secret qu'il a passé sa vie à essayer